concept abstrait. La laïcité, est-ce que ça parle à tout le monde ou pas? C'est quelque chose qui méritera réflexion et débat, probablement. C'est quand même aussi quelque chose de très concret et qui touche, je suis désolée de le dire, je ne veux pas faire du féminisme primaire, mais c'est vrai que bien souvent, les femmes sont les premières qui perdent quelques droits et quelques libertés du fait de la religion. Pas que du fait de la religion, mais enfin, dans beaucoup de cas. Et c'est pour ça que la laïcité, c'est un vecteur d'émancipation. Vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis? Il ne faut pas que je l'écoute, c'est ça. On ne va pas se dévoiler tout de suite. C'est ça. Alors nous allons tous ensemble faire écouter déjà les témoignages, les analyses, et nous ferons quelques échanges qui nous permettront de mieux appréhender cette notion et surtout ce que l'on peut en faire, la laïcité au service des citoyens et surtout des citoyennes, puisque c'est le sujet du jour. Comment on peut, en écoutant tout ça, en échangeant, derrière nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est ce qu'on pourra en faire. Et ce qu'on pourra, en sortant d'ici, se dire, ah ben voilà, on agissait déjà, enfin j'espère, pour nous tous, mais comment on agissait, comment on peut faire encore un peu plus. Alors je veux remercier chaleureusement Madame Vallaud-Belkacem, mais ça lui sera dit, qui est venue jusqu'à nous, ainsi que Valentine Zubert, tout le monde se présentera, enfin je ne vais pas faire le travail de notre animateur, voilà, je vais rester très sobre. Je tiens donc à le remercier. Monsieur Bernard Pierre, notre correspondant, notre référent laïcité, et Monsieur Jean Pétot, donc, qui parlera tout à l'heure. Et que tout ceci, ce travail que l'on va faire, nous enrichisse et nous permette de sortir renforcés dans nos convictions et dans ce que l'on peut faire et comment on peut, par nos actes engagés, finalement agir. Je remercie enfin les collaborateurs qui ont bien travaillé, grâce auxquels cette journée a pu avoir lieu, malgré quelques péripéties, donc quelques contretemps, et tous les participants qui vont évidemment enrichir nos débats. Je passe la parole à mon voisin. Merci beaucoup Madame la Présidente, chère Jeanne. Je vais passer la parole à Bernard Pierre et puis vous dire juste quelques mots sur le déroulement de cet après-midi, tout en me félicitant de retrouver des visages amis et connus depuis maintenant 4 ans, car on en parlait avec Bernard en venant. C'est la 4e édition de cette journée laïcité. Il se trouve aujourd'hui que c'est vraiment très particulier, j'aurai l'occasion d'y revenir, mais donc il va y avoir une présentation du rapport d'activité du référent laïcité du Centre de gestion des Landes, du Bernard Pierre, et puis ensuite je dirai quelques mots de présentation de Madame Zuber, qui aura la parole pour faire un topo à peu près d'une 30aine de minutes, et puis des questions de votre part, un échange qui est destiné à être le plus simple et le plus direct possible, et puis on enchaînera à partir de 15h30 sur le même processus avec Najat Vallaud-Belkacem, là aussi intervention en visio et puis échange avec vous. Voilà. Bernard, je te passe la parole directement, comme on dit, sans transition. Mesdames, Messieurs, chers amis, en effet, j'ai le plaisir de vous retrouver ici, pour la plupart d'entre nous, réunis pour cette journée de la laïcité, la 4e, organisée conjointement par le Centre de gestion des Landes, que vous connaissez un peu, en rappelant que les dispositions légales ont été empreintes de la maladie française juridique habituelle. Les textes ont été codifiés et les nouvelles codifications est applicable le 1er février de cette année. Je pense que c'est une nouvelle qui vous a basculé dans un avenir que vous ignoriez, et moi de même, puisque j'ai découvert il y a 8 jours. Mais heureusement, j'ai eu le temps de m'en remettre. Et je remercie la présidente, Madame Coutière, le directeur général Yvan Savary, et puis toutes les équipes qui contribuent effectivement à la mise en œuvre de cette journée si particulière. Je tiens à cet égard souligner la continuité de l'action des équipes, à la fois pour la mise en œuvre des principes de la laïcité au sein de la fonction publique territoriale des Landes, et puis aussi au soutien que vous m'apportez. On s'est un peu moins vu cette année, mais on a beaucoup échangé quand même. Internet est là, ça marche encore, en tout cas entre les Landes et la Gironde, et je m'en réjouis.
Et je voudrais à cet égard adresser particulièrement des remerciements à Frédéric Pougeron, Marie-Do Schmitt, Fadela Boualdi, Raphaël Breton et Magali Rodriguez, sans lesquels, ça serait très compliqué d'arriver à constituer et à faire fonctionner, mettre en œuvre le travail que j'essaie de faire depuis Bordeaux. Au titre de mon rapport oral, je précise que nous avons continué à augmenter le fonds documentaire. J'ai dit que nous avons continué parce que ça a été partagé, ce que j'ai pu apporter et ce que vous avez apporté vous directement. Qu'un avis du Haut Conseil a pu être adressé à la collectivité qui l'a sollicité. Il n'y en a pas beaucoup. J'ai fait le compte pour rappel. 3 avis au Conseil en réponse à la demande d'une collectivité ont été prodigués en 3 ans, chacun en lien avec 3 des principales religions pratiquées dans notre pays. À cet égard, qu'il me soit permis d'insister, la loi de 1905 est un texte juridique complexe. En cas de doute, n'hésitez pas, interpellez, saisissez le référent laïcité via les adresses mail ou lettres, les courriers, n'hésitez pas. Tout ceci est très clair sur le site du centre de gestion. J'ajouterai que, en tout état de cause, la formation offerte par le CNPTF, que je remets aussi puisque... Oui. Ça me rappelle des souvenirs anciens que personne n'a connus sur le CNPF, mais je ne sais pas si tout le monde peut arriver à... C'était l'ancêtre du MEDEF, enfin l'un des ancêtres du MEDEF. On appartient au siècle qu'on peut. Hein. Je voulais simplement remercier donc le centre de formation de la fonction publique territoriale, que cette réunion aussi se tient grâce à lui et que pour certains d'entre vous, peut-être tous, j'en sais rien, permettre cette prise en charge, et je m'en réjouis. C'est aussi l'occasion de rappeler que est mise en ligne, ou va être mise en ligne une formation sur la laïcité, sur 3 journées, je crois. J'ai vu les découpages, ça me paraît tout à fait intéressant, et je n'aurai qu'un mot, inscrivez-vous. Parce que vraiment, la laïcité, c'est pas ce que vous pouvez en lire, c'est pas ce que vous pouvez en entendre, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Sinon, il n'y aurait pas des centaines d'ouvrages qui auraient été publiés dessus, et les éléments de langage que malheureusement on entend souvent ne sont certainement pas à la hauteur des enjeux ou de la réduction des enjeux, comme vous voulez, qu'on peut malheureusement subir en ce moment. Alors, toujours au titre de ce rapport, on regrette le choix légal d'un référent laïcité par service, qu'on dit à disposer de 17 000 référents environ en France, lu sur le site de la vie publique, c'est à laquelle le CDG est abonné et que je lis régulièrement. Il y a des choses peu rigolotes, c'est vrai, mais bon. Cet éparpillement ne facilite pas la confrontation des expériences, ni la conjonction légalement souhaitée des référents laïcité des 3 fonctions publiques, précisément lors de la journée de la laïcité. Ce qui est malheureusement démontré présentement dans notre département des Landes à l'occasion de ce 120e anniversaire. Au-delà de l'anniversaire de la promulgation de cette loi du 9 décembre 1905, instaurant la séparation des églises et de l'État, pourquoi avoir retenu le thème « Femmes et laïcité » ? Quelques brefs rappels. L'idéal révolutionnaire, je vais être schématique évidemment, l'idéal révolutionnaire issu des siècles des Lumières a toujours été universaliste, mais sexiste. Au titre de ses sources, l'extrait suivant de l'article Femmes, rédigé par le sieur Desmailly, complètement inconnu au bataillon, l'un des 160 auteurs, à l'époque non, je vous rassure, mais il était surtout connu pour ses articles, pour ses poèmes. Et son texte est aussi un poème, c'est mon point de vue personnel. De l'encyclopédie de Diderot et d'Alembert est exemplaire. Je vous lis quelques passages que j'ai trouvés sur le site de la Bibliothèque nationale de France. Distingués par des inégalités, les 2 sexes ont des avantages presque égaux. La nature a mis d'un côté la force et la majesté, le courage et la raison. De l'autre, les grâces et la beauté,
la finesse et le sentiment. Pour les hommes qui partagent entre eux les emplois de la vie civile, c'est curieux, hein, l'État auquel ils sont destinés décide l'éducation et différencie. Le meilleur vient maintenant. Pour les femmes, l'éducation n'étant plus mauvaise qu'elle est plus générale, et d'autant plus négligée qu'elle est plus utile. On doit être surpris que des âmes si incultes puissent produire tant de vertus et qui n'y germent pas plus de vices. Dans le cadre révolutionnaire précité, l'ambivalence du mot homme, désignant à la fois l'être humain et l'être masculin, a favorisé la domination masculine sous ce couvert d'universalisme. Je reprends les propos de Jean Bobéro, cité notamment dans son ouvrage qui s'appelle La laïcité falsifiée, édition La Découverte. Olympe de Gouges tente à bien d'affirmer la place de la femme dans sa rédaction de la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne de 1791, en réponse ou en opposition à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est ainsi qu'en son article 1er, elle énonçait « La femme naît libre et demeure égale à l'homme en droit ». Et en son article 10, affirmait fortement « Une femme a le droit de monter à l'échafaud, elle doit également avoir le droit de monter à la tribune ». Pour mémoire, elle plaida également le remplacement du mariage patriarcal et marital, Dieu sait qu'elle s'y connaissait en la matière, par un contrat social de l'homme et de la femme. Il se montra partisan du principe du divorce. Opposée aux montagnards, elle ne monta finalement qu'à l'échafaud en 1793. Cette minoration de la femme, pour reprendre une formule de Jean Bobéro, et d'autres sociologues du début des années 2000, à ma connaissance en tout cas, se caractérisa également par ce cadre éminemment laïque que fut le Code civil proclamé en 1804 par Napoléon. En effet, la femme, tout en pouvant divorcer, s'y retrouva à un incapable civil totalement subordonné à son mari. La loi de 1884, rétablissant la possibilité de divorcer abolie par la monarchie, ne changea rien au statut de la femme, même en préservant le cadre laïque, à la suite des corrections du Conseil d'État. Toujours dans le cadre des années 1880-1905, dites de laïcité victorieuse, pour reprendre le titre de récent ouvrage de Jean Bobéro, toujours, la création de lycées publics portant l'enseignement secondaire des jeunes filles est notamment présentée comme suit par Camille C. dans les motifs de sa proposition de loi. Donc Camille C., député républicain laïque. Tant que l'éducation des femmes finira avec l'instruction primaire, il sera presque impossible de vaincre les préjugés, les superstitions, la routine. Il pense là à la création de lycées à l'intention des femmes, dont les propos concernent la formation des femmes ou ce qu'elles ressentent ou censées ressentir. Il ne s'agit ni de détourner les femmes de leur véritable vocation, qui est d'élever leurs enfants et de tenir leur ménage, ni de les transformer en savants, en bas bleus, en ergoteuses. Il s'agit de cultiver les dons heureux que la nature leur a prodigués pour les mettre en état de mieux remplir le devoir sérieux que la nature leur a imposé. Ainsi, en faisant également référence au principe de l'égalité de l'homme et de la femme devant l'instruction, Camille C., comme d'autres républicains laïcs, considérait que l'émancipation des femmes de l'emprise de la religion paraissait nécessaire, implicitement c'est forcément la religion catholique, passait nécessairement par une éducation laïque de qualité, à l'instar de celle bénéficiant aux hommes. Il n'en aimerait pas moins que leur statut demeurait inchangé, celui des femmes, naturellement. La loi du 9 décembre 1905, carte de cette journée, repère fondateur de la laïcité dans notre pays, je le rappelle, ne porte pas ce mot de laïcité. Elle est définie pourtant en proclamant la liberté de conscience et celle de manifester ses convictions dans les limites du respect de l'ordre public, ainsi que la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. À ce sujet, c'est bien une loi de rupture
aucun compromis n'ayant été passé avec aucune des églises. Ce que le pape Pie V a rappelé véhémentement dans son encyclique Vehementer, même si dès février 1906, il a nommé 13 évêques conformément à la loi de 1905 qui avait été promulguée quelques mois auparavant. Des apports législatifs décisifs ont été réalisés en 2006, décidément, en 1906 et en 1907, toujours sans compromis avec les églises. Mais la France majoritairement rurale a pu continuer à aller à la messe. Cette loi fut défendue habilement par Aristide Briand, soutenue par Clémenceau et Jaurès, après une année de débat en commission et en assemblée, puis au Sénat. 1 an de débat. Et après avoir mis à mal le projet Combes, justement. Elle fut d'ailleurs rédigée par 3 juristes remarquables, choisis par Briand. L'un était juif, l'autre était catholique, le dernier était protestant. C'est celui dont le nom reste encore, mais Jean reste davantage dans les mémoires. Toujours de nature universaliste, cette loi affirme l'égalité de tous devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions, mettant aussi apparemment sur le même plan hommes et femmes. Mais en 1922 puis en 1927, le Sénat rejeta les projets de loi visant à autoriser le droit de vote aux femmes, finalement accordé en 1944, près de 2 siècles après l'encyclopédie, l'une des œuvres majeures du siècle des Lumières, et la révolution qui s'en suivit. L'une d'entre elles était alors portée par Aristide Briand et Clémenceau. Mais alors que penser de cette égalité, de l'émancipation qui semblait résulter de cette loi sans vingtenaire? C'est le thème de notre journée. Et maintenant, je laisse la parole à Mme Zuber. Voilà, merci mon cher Bernard pour ces propos introductifs. Donc, Valentine Zuber, vous êtes, si mes informations sont bonnes, alors il se peut qu'elles soient contredites, donc vous avez la liberté évidemment de rectifier, agrégée de géographie, directrice d'études à l'école pratique des hautes études, docteur et habilité à diriger des recherches en histoire, et vous êtes titulaire de la chaire Religion et Relations internationales à l'EFE, le PHE, donc l'école pratique des hautes études, et directrice de recherche invitée au Collège des Bernardins. En septembre 2021, vous avez dirigé, entre autres, un colloque organisé conjointement par le PHE et les Bernardins, dont le titre résonne particulièrement avec le thème de cette demi-journée d'aujourd'hui, Femmes et religion en Méditerranée, les nouveaux défis. Alors avant de vous laisser la parole, je voulais faire une petite indication bibliographique très d'actualité, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui vous concerne directement. C'est cette très belle revue que vous connaissez toutes et tous, qui s'appelle Le 1 de l'ami Éric Fotorino. Alors c'est le genre de publication qu'il est déconseillé d'ouvrir dans un train Ouigo, parce que ça peut très vite poser des problèmes par rapport au voisinage. Hein. Mais une fois qu'on l'a replié, cette livraison, eh bien dans les pages centrales, vous avez une interview absolument passionnante qui s'appelle Le primat accordé à la liberté de conscience doit rester inchangé. Et c'est un entretien avec Valentine Zuber. Voilà. Et donc, petite publicité, c'est en kiosque. Je l'ai pris ces derniers jours, sachant que j'allais venir vous retrouver ici à Mont-de-Marsan. Vous avez la parole, Madame Zuber, allez-y. Merci beaucoup, merci de faire de la pub pour une de mes interventions. Il faut dire que c'est le mois, enfin cet anniversaire suscite beaucoup d'enthousiasme un peu partout et je parcours la France avec grand plaisir et toujours bien reçu. Et je vous remercie de m'avoir fait confiance et de m'avoir fait plancher sur un sujet que je n'ai pas l'habitude d'aborder très souvent.
puisqu'on pose plutôt des questions sur qu'est-ce que la laïcité, est-ce qu'il y a des laïcités ailleurs qu'en France, enfin, ce genre de questions. Et là, le thème imposé, laïcité et femmes, évidemment, m'a obligée à reprendre des dossiers plus anciens, et je suis heureuse de partager la scène, si je puis dire, avec cette très belle exposition qui pose un certain nombre de principes et de paradoxes de la relation entre la République et les femmes, que vous avez bien exposé en introduction. Je vous remercie pour ces citations éclairantes, hein, qui montrent que c'était pas gagné, hein. Le progrès politique et le progrès social n'a pas atteint les femmes jusqu'à très tard dans le XXe siècle. Et c'est un petit peu ça que je voudrais vous tracer avec en fin de parcours peut-être cette interrogation qui est une interrogation plus contemporaine et qui rend les débats publics autour de la laïcité un peu fous, autour de la signification du voile islamique, par exemple. Est-ce que c'est un droit? Est-ce que c'est la soumission des femmes? Est-ce que la laïcité doit s'en mêler? Donc voilà, je vous annonce un petit peu le parcours, mais qui sera quand même un parcours historique, alors, qui va recouper quelque peu votre introduction, mais pas seulement, parce qu'il faut quand même se rappeler d'où on vient. Hein, se rappeler d'où on vient. Donc jusqu'au XVIIIe siècle, vous l'avez montré à travers vos citations, et d'ailleurs vous auriez pu choisir l'article femme de l'encyclopédie de Berthelot, de la fin du XIXe siècle, qui est aussi assez remarquable, qui compte les circonvolutions du cerveau des femmes et prétend que... Hein, voilà, et qui prétend que, évidemment, c'est la preuve absolue qu'elles n'ont pas les mêmes capacités que les hommes et qu'il s'agit bien de les conserver au chaud dans leur domicile. Donc, le temps long, c'est jusqu'au XVIIIe siècle, donc les femmes vivent dans des sociétés qui partagent une certaine unité culturelle et leur statut est marqué partout par l'infériorité civile, la dépendance familiale, l'inféodation au patriarche, à l'homme, et le retrait complet, ça c'est très important parce que c'est ça qui va changer, le retrait complet des femmes de la société politique. Il y a vraiment une dichotomie public-privé. Les hommes sont dans l'espace public et les femmes dans l'espace privé. Et c'est encore des situations anthropologiques qui existent dans le monde actuellement. Donc on a évolué de notre côté, mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas encore. Donc les femmes ne sont en aucun cas des sujets de plein droit. Vous l'avez rappelé avec la fameuse déclaration révolutionnaire de Olympe de Gouges, qu'il a payé de sa vie, se réclamer des droits, justement. Et donc, elles n'ont ni droit politique, ni réelle autonomie individuelle, et très peu de responsabilité économique ou sociale, sauf dans le cas qui pouvait arriver du veuvage. Et alors là, tout à coup, elles avaient une existence, si ce n'est civile, en tout cas économique et sociale. Alors, à partir du XIXe siècle, la modernisation rapide de la société européenne permet la transformation progressive mais réelle du statut des femmes. Le progrès de l'individualisation, les transformations politiques auxquelles participent un certain nombre de femmes à titre personnel font avancer les choses du point de vue du droit. En particulier à travers la laïcisation tout de même du droit personnel, en France, qui est très, très précoce, avec la Révolution, c'est-à-dire l'établissement d'un mariage civil et surtout de la possibilité de défaire ce mariage par un divorce civil. Pourquoi on parle de laïcisation pour cela? C'est que ce contrat, le mariage, échappe désormais aux églises. Et donc, évidemment, l'interdit catholique vis-à-vis du divorce ne fonctionne plus, et donc la laïcité offre là un droit, alors peut-être plus aux hommes qu'aux femmes, mais parce que les femmes ont tendance à moins demander le divorce, parce qu'évidemment elles sont plus dépendantes économiquement, mais néanmoins on est là dans un premier acquis laïque, si vous voulez. À la fin du XIXe siècle, on commence à avoir des revendications féministes, voire féministes, mais qui sont portées par des toutes petites minorités, mais il faut le dire quand même, des minorités qui ont quand même une certaine résonance. Elles agacent, évidemment, énormément, mais c'est quand même leur réclamation, leur manière d'envisager une égalité qu'elles
qui n'existe pas pour elles, qui est facteur d'éventuels progrès. Hein. Tout ça pour dire que les droits, on ne vous les octroie pas. Hein. Les droits, et en particulier les droits des femmes, il faut se battre pour. Hein. Donc il y a quelque chose de là, de la culture aussi, de la militance, qu'un certain nombre de femmes, dont on a un peu oublié les noms jusqu'à présent. Il y a eu Bertine Auclair, par exemple, qui est une féministe très connue de la fin du 19e siècle, ou la traductrice de Darwin, Céleste Royer, qui ont des plaidoyers non écoutés, bien entendu, mais pour le droit des femmes. Donc les luttes féministes se coordonnent quand même un petit peu, et ça marche dans certains pays, c'est-à-dire que les fameuses suffragettes, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, elles obtiennent le droit de vote par la militance, hein, et dans les premières années du XXe siècle. En France, Monsieur Pierre l'a rappelé, il y a eu une résistance très forte à l'octroi du droit de vote aux femmes, et bizarrement, ce n'était pas les milieux de droite qui étaient tellement hostiles, mais plutôt les milieux radicaux-socialistes, et c'est le Sénat qui a fait obstacle à ce droit qui a été pourtant voté à la Chambre des députés à plusieurs reprises, et le Sénat va faire obstacle à ce droit revendiqué par les femmes, jusqu'à finalement l'octroyer juste à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en 1944, 10 ans après le droit de vote accordé aux femmes en Turquie, par exemple. Donc c'est pour vous dire le différentiel démocratique qui peut ne pas être toujours dans le même sens. Donc et ça, alors que la République s'est laïcisée. Alors, il y a eu effectivement la laïcisation de l'école et la création d'une école d'abord primaire avec la loi Fallou en 1815 pour les femmes, puis secondaire et supérieure avec la loi Camille, mais évidemment avec des programmes différenciés. C'est ce qui est sous-entendu dans le propos du ministre. Il ne s'agit pas du tout de faire apprendre trop de mathématiques ou de philosophie aux femmes, mais plutôt la couture, la cuisine, les arts ménagers, l'art de la conversation, enfin tout ce que vous voulez, mais en tout cas qui ne leur permettent pas une indépendance économique particulière. Donc finalement, il y a une homogénéité morale et sociale à la fin du XIXe siècle qui empêche finalement la laïcité telle qu'elle est en train de se construire d'un point de vue juridique, dans la séparation avec l'Église, dans la séparation des institutions de l'État laïque qui deviennent les institutions premières et qui mettent par derrière les institutions religieuses. Je parle des écoles religieuses, des prisons qui étaient tenues par des religieuses, les espaces de santé aussi, tout ça, il y avait un mélange religieux laïque. La Troisième République va laïciser toutes ces grandes institutions et donc laïciser aussi les fonctions, les métiers, comme le métier d'infirmière, comme le métier de gardien de prison, comme le métier d'enseignant aussi, évidemment. Donc, un fort effort de laïcisation à cette époque-là, mais la continuation de la minoration du statut des femmes. Même après le rétablissement du divorce en 1884, c'est des divorces pour faute. Généralement, on les juge de manière beaucoup plus sévère quand c'est la femme qui a fauté plutôt que quand c'est l'homme. Enfin bon, voilà, on est dans une ambiance et finalement, il n'y a pas une très grande différence entre la conception des femmes par la France dite catholique, monarchiste, légitimiste et la France dite républicaine, progressiste, etc. Donc on est vraiment dans une homogénéité sociale qui montre que finalement, la laïcité ne fait rien pour les femmes, en tout cas au début du XXe siècle. Il n'y a pas de rapport, il n'y a pas d'émancipation par le principe de laïcité de la condition des femmes, et c'est quelque chose qui viendra plus tard. Cet accouplement, si je puis dire, c'est pas un très joli mot, mais cette association entre laïcité et droits des femmes, comme c'est montré dans tel ou tel panneau.
alors on peut s'étonner effectivement malgré tout de cette continuité dans un certain patriarcat qui est cultivé par les républicains qui par ailleurs plaident pour l'émancipation, l'éducation des ouvriers, pour la mise en place d'un impôt sur le revenu progressif, pour un certain nombre de lois sociales, etc. Pourquoi cette cette continuelle ignorance et inintérêt pour la progression du statut des femmes. Je dirais que c'est dû à cette grande bataille qui, depuis la Révolution française, oppose ces fameuses deux France dont je vous parlais tout à l'heure, la France qui est monarchiste, plutôt catholique et légitimiste, et la France républicaine qui s'inscrit dans les idéaux d'émancipation de la Révolution française. Les femmes sont considérées par les républicains comme étant plus assujetties par leur faiblesse mentale, enfin tout ce qu'on nous dit dans les encyclopédies, leur émotion, leur hystérie au besoin, enfin il y a toute une pathologisation de la femme qui fait qu'elle est un être incapable de prendre des décisions rationnelles. Cette faiblesse intrinsèque au statut de la femme fait qu'elle est sensible aux encens et aux ors des messes et sous l'emprise de leur curé. Et à ce titre, les républicains ne veulent pas avoir de concurrence qui pourrait émaner du vote des femmes. On craint le vote des femmes, en fait, parce qu'on se dit qu'à travers la confession, etc., elles seront influencées par les cléricaux, qui sont l'ennemi absolu. Et donc cette méfiance, cet antiféminisme, il va perdurer longtemps, puisque, comme je vous le dis, le droit de vote ne leur sera octroyé qu'en 1944, et que par ailleurs, la condition civile et économique des femmes va continuer à avoir un statut inférieur, à la fois dans le mariage, mais aussi dans leur état propre de femme. Ainsi, le droit pour les femmes d'avoir un compte en banque personnel lorsque ce sont des femmes mariées n'a été octroyé qu'en 1965. Juste avant la contraception, 1967. Vous voyez, tout à coup, là, à la fin des années 60, il y a eu une accélération qui est peut-être due à un changement de mentalité au sein du personnel politique, mais aussi peut-être parce que la pratique religieuse a drastiquement baissé dans les années 50-60, et donc il y a une déprise religieuse dans la société, et donc peut-être une moindre peur parmi les républicains de l'influence plus ou moins néfaste de la religion sur le choix des femmes. Donc tout ça va être extrêmement progressif, et les droits des femmes, ils vont arriver, mais de manière très très perlée, tout au long des années, fin des années 60, années 70, c'est le droit à l'avortement, 1975, et puis jusqu'à des périodes beaucoup plus récentes, le mariage pour tous, la PMA pour les couples de femmes 2021, mariage pour tous c'est 2013. Donc on est là dans une évolution du droit des femmes extrêmement progressive. Et puis, vous le savez peut-être, pour les gens de ma génération, quand je suis née en 65, donc j'ai pas vécu cette infériorité civile et économique des femmes qui était le cas de ma mère, mais élevée dans les années 70-80, j'ai toujours pensé que finalement, ça y est, on avait abouti à une réelle égalité. Et puis, le Reality Bites, il y a eu le mouvement MeToo, qui a tout remis en marche, et qui a questionné cette égalité idéale, mais qui n'était en fait pas réelle. Et puis, donc, ce discours féministe a repris en vigueur, et les générations actuelles de jeunes femmes bénéficient d'une reconnaissance de leur égalité, de leurs droits, qui n'a rien à voir peut-être même avec celle qui était la mienne il y a 40 ans.
Et ça, cette évolution, elle est très importante. Alors, en quoi la laïcité, là-dedans, intervient? Alors, c'est une vraie question. On a parlé de laïcité à la fin du 19e siècle pour laïciser, comme je vous l'expliquais, les institutions et donc permettre à un État neutre de pouvoir s'adresser à tous les citoyens, quelles que soient leurs convictions religieuses, protestants, juifs, non-croyants, face à l'État. Donc c'est pour ça que cette laïcité qui a abouti à la loi de séparation qu'on fait aujourd'hui, donc 9 décembre, a abouti à la séparation institutionnelle entre l'État qui relève du droit public et les religions qui sont reléguées dans le domaine privé. Alors attention, c'est pas le domaine du privé, hein, c'est le domaine privé dans le sens non pas le service public. Et donc, à travers le premier article que vous avez rappelé, enfin, vous l'avez évoqué, de la loi de 1905, la liberté de conscience et la liberté d'expression de sa conviction dans l'espace public sont garanties par l'État, ce qui est extrêmement fort. Qu'est-ce qui a changé quand donc on était arrivé à un espèce de stade d'égalité? Alors bon, encore une fois, les femmes n'étaient pas égales tout à fait comme les autres. Et donc le débat ensuite autour de la laïcité s'est axé essentiellement sur celui de l'éducation, et donc vous en parlerez probablement avec Madame Vallaud-Belkacem dans la seconde partie de l'après-midi, donc je ne vais pas insister, mais donc le combat laïque, il a été fait surtout à propos de l'éducation. Et là, bon, le rapport avec les femmes n'a pas grand-chose à voir, donc je ne vais pas m'étendre. En revanche, et puis bon, la laïcité était entrée dans les mœurs, ça ne posait plus de problème. Et c'est à partir de la fin des années 80, avec cette fameuse première affaire de foulard islamique à l'école publique, dans un collège de la région parisienne, qui a transformé cette laïcité, qui va devenir, au fur et à mesure des débats de plus en plus passionnés dans l'espace public, la laïcité va être présentée par certains comme la garantie absolue de la liberté, de l'émancipation et du choix de vie des femmes, quelles qu'elles soient, et surtout, évidemment, sont visées essentiellement les petites jeunes filles musulmanes qui seraient soumises à leur père, leur frère, leur quartier, en portant ce signe religieux qui serait un signe d'oppression. Alors, j'emploie du conditionnel parce que là, j'évoque tous les discours qu'on a pu entendre depuis 1989, en passant par la commission Stasi de 2003, et qui ont abouti à une nouvelle législation laïque. On n'avait pas statué sur la laïcité depuis 1905-1907, et là, à partir des années 2000, dans un contexte aussi très anxiogène, marqué par des attentats islamistes meurtriers qui ont frappé la jeunesse aussi, et qui aussi ont frappé les imaginations, bien entendu. Donc, la laïcité a été discutée dans un cadre complètement différent de tout ce que je vous ai présenté auparavant, qui était le cadre patriarcal de la société européenne habituelle. Et tout à coup, donc, cette laïcité qui n'avait rien à faire des femmes va devenir le moyen, le seul moyen, le moyen français, l'exception, voilà, pour émanciper ces femmes qui en ont tant besoin. Et alors, c'est intéressant parce que on entend dans ce discours, on entend dans ce discours des échos du discours patriarcal de la fin du XIXe siècle. C'est-à-dire que, à travers ce souci très louable de délivrer les femmes, de leur octroyer une liberté contre l'obscurantisme religieux de leur famille, les liens, etc., eh bien, on leur dénie toute agentivité. Et ça, c'est quelque chose, bon, il faudrait peut-être être femme pour l'entendre, mais on veut finalement, dans ces discours très militants, universalistes, féministes, républicains, etc., l'idée c'est qu'elles ne peuvent pas choisir par elles-mêmes, ce sont des victimes, il faut les sauver malgré elles. Et donc, puisqu'il faut les sauver malgré elles, on n'écoute pas ce qu'elles nous disent. Donc c'est un féminisme, si vous réfléchissez, qui devient presque antiféministe, puisque
même s'il émane de grandes féministes reconnues, je pense par exemple à Elisabeth Badinter, qui est typique dans ce propos, c'est-à-dire que y a les femmes éduquées, puis il y a celles qui sont les pauvres dans les quartiers ou dans les territoires, et qu'il faut évidemment émanciper, y compris contre elles-mêmes. Hein. Et ça, c'est une question qui est philosophique, qui est extrêmement importante. Est-ce que la liberté, et je repense à comment on a conquis le droit des femmes, est-ce que la liberté, c'est qu'on vous octroie un droit, ou bien est-ce que ces femmes ont le droit de réclamer, de se battre pour leurs droits? Alors, je vais essayer de m'expliquer plus calmement. Il se trouve que parmi, je ne dis pas toutes, hein, bien entendu, il y a tous les cas possibles, mais parmi ces jeunes filles qui portent un voile et qui se revendiquent ce signe, qu'elles le considèrent comme religieux, culturel ou tout ce que vous voulez, il y en a qui considèrent que c'est un progrès pour elles, c'est une marque de leur identité, qu'elles ont fait ce choix, elles ont fait un choix, hein, et qu'on ne leur a pas imposé. Et ça, ce discours, ça ne passe pas du tout auprès du public général, auprès des féministes traditionnelles, etc., qui leur contestent cette volonté qui ne peuvent pas comprendre qu'on puisse restreindre sa liberté au nom de sa liberté. Je ne sais pas si j'arrive un petit peu à me faire comprendre. Et là, en tant qu'historienne, j'entends un discours anticlérical qui est très ancien. Sous la Révolution française, on a fermé les couvents, on a sécularisé les religieuses et les moines, on leur a imposé ce qu'on considérait être la liberté, et, en pensant qu'il n'existait pas, que ce n'était pas possible qu'il y ait une servitude volontaire. Vous voyez, bon, il me semble qu'on peut entendre résonner ce genre d'arguments finalement à différentes époques, et que c'est une question proprement philosophique sur l'agentivité, sur la volonté propre des personnes. Alors, ne vous méprenez pas, je ne fais pas l'apologie du voile islamique particulièrement, mais je pense que on n'arrivera pas, enfin je veux dire, on entend des propositions de loi perpétuelles sur l'interdiction du voile, des mères accompagnatrices, dans la rue, dans les agences, et ça vous concerne particulièrement. Donc, évidemment, le voile est interdit, enfin, le signe religieux est interdit dans les services publics par les agents du service public, mais vous savez que le service public maintenant s'adjoint sous-traite un certain nombre de ces tâches, et avec la loi de 2021, cet devoir de neutralité s'étend énormément à d'autres publics que les seuls fonctionnaires. Et donc là, on arrive à une neutralisation, on veut arriver à une neutralisation religieuse, mais donc on est dans une politique un peu réactive et, à mon avis, réactionnaire aussi, et on remplit une baignoire avec une petite cuillère. C'est-à-dire que si on s'oppose frontalement aux désirs individuels, dans une société qui est de plus en plus individualiste et où les identités sont croisées, eh bien, je pense si on fait de la laïcité un règlement intérieur, si on n'insiste pas sur la liberté qu'elle offre aux individus, on peut arriver soit d'un régime autoritaire, ce qui est un risque que l'on court, et par ailleurs, on ne convainc pas. Et quand on ne convainc pas, on a toujours une opposition, et donc on n'en finira pas avec le système du voile dans l'espace public si on multiplie les interdictions, sans compter que les interdictions sont souvent difficiles à mettre en œuvre. Je pense par exemple à la loi du 15 mars 2004 qui interdit les signes ostensibles, donc pas tous les signes, hein, les petits signes religieux cachés ne sont pas interdits, mais qui interdit les signes ostensibles aux jeunes mineurs dans le cadre de l'école secondaire, primaire et secondaire publique. Ben, cette loi, elle a peut-être contribué à pacifier les rapports de force entre les proviseurs, les principaux et les élèves qui arboraient ce genre de signes, mais elle n'a pas empêché à ces élèves, c'est l'âge de l'adolescence en plus, donc on conteste, de trouver d'autres signes. Hein, un bandana, un bandeau large, une jupe longue, et puis le dernier avatar, ça a été la nouvelle invention, ça a été les abayas.
hein. Et donc on court un peu après les signes pour empêcher ces signes. Et je pense que c'est contre-productif. Voilà. Et donc je voudrais terminer en fait en disant que pour moi, c'est peut-être le message que je voudrais vous faire passer, pour moi, il faut plus faire confiance aux individus citoyens et aux femmes, hein, dans les choix qu'elles font de leur manière de vivre, choix qui peuvent aussi évoluer, hein. Encore une fois, le voile, c'est pas une excision, c'est pas un acte de mutilation physique. Un voile, au besoin, ça s'enlève, c'est jamais qu'un bout de tissu, hein. Donc il faut, à mon avis, que la République soit plus certaine des libertés qu'elle offre aux citoyens, et que ces libertés s'offrent à tous les citoyens, c'est-à-dire à toutes les citoyennes. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chère Valentine, pour cet exposé qui, évidemment... Oui. Je peux ajouter juste deux choses. Ah bah... Oui, je veux juste ajouter il ne se gêne pas. Hein. Non, absolument. Juste deux choses, c'est que autant le droit de vote civique n'était pas reconnu, autant dans les syndicats, une femme syndiquée pouvait voter. Et avec la loi de 1905, dans les associations cultuelles qui étaient en charge des églises, par exemple, toutes les églises, les femmes pouvaient voter aussi. Ce qui évidemment a mis les évêques dans tout leur émoi. Le second point, je viens directement, je connais sur le débat, quand un garçon porte une kémisse, pas d'observation. Quand une fille porte un voile, observation. Sur la minoration de la femme, on se retrouve là encore un exemple, sans entrer dans un débat, c'est bon, c'est pas bon. C'est un simple constat. On a encore une différenciation homme-femme à travers les éléments de langage, et j'emploie le mot à dessein, qu'on trouve à l'heure actuelle. Et pardon d'avoir interrompu Jean. Non, c'est deux précisions qui sont tout à fait opportunes, parce que c'est une manière aussi à la fois de nous situer dans la, comme on dit, dans la diachronie et dans la synchronie, mais d'abord un peu un retour sur un point d'évolution historique. Ce qui est très frappant, par exemple, quand on regarde, alors c'est pas la question de la laïcité et de la situation des femmes, c'est la question du vote, ça complète ce que disait Bernard à l'instant, le vote accordé aux femmes et le rapport, par exemple, à la République démocratique et laïque, comme on le sait maintenant dans l'article 1 de la Constitution de 58. Avant-guerre, à plusieurs reprises, l'Assemblée nationale se prononce pour le vote des femmes. Il y a même je ne sais plus en quelle année, si c'est en 1935, on est à 465 contre 0. C'est-à-dire qu'il y a une unanimité pour le vote des femmes. C'est le Sénat, la Chambre haute, qui elle, est éminemment conservatrice, qui va bloquer le processus. Mais ma question était la suivante. Est-ce que dans d'autres pays, par exemple, ils sont précurseurs en matière de vote des femmes, la Nouvelle-Zélande, 1892, Australie, 1962, est-ce qu'il y a une corrélation, même si on n'est pas dans les républiques, puisqu'on est dans un système de monarchie constitutionnelle, est-ce qu'il y a une corrélation entre le vote des femmes et une certaine séparation entre les églises et l'État? Alors, je ne dirais pas ça. Je pense que c'est plutôt une culture ambiante, hein. Les pays que vous citez sont des pays de culture protestante, et le protestantisme est une culture de l'écrit, hein. Et les femmes, dans les sociétés protestantes, n'avaient pas un meilleur statut que dans les sociétés catholiques, c'est pas ce que je veux dire, mais elles avaient accès à l'écriture, hein, puisque la base pour le protestantisme, c'est la lecture de la Bible. Donc il fallait qu'elles sachent lire. Et donc elles ont su lire très très tôt. Et dans ces pays, l'alphabétisation des femmes est beaucoup plus précoce que dans les pays catholiques, où la médiation, où les écritures sont divulguées par le prêtre. Et on n'a pas, le fidèle lambda n'a pas d'accès à l'écriture. Et donc l'alphabétisation dans les pays catholiques
a subi un énorme retard. Et évidemment, dans les sociétés traditionnelles, on commençait à alphabétiser les hommes pour qu'ils apprennent à compter et écrire 2-3 choses pour leur métier, mais certainement pas les femmes. Hein. Donc, c'est peut-être ça qui explique aussi ce retard, parce qu'effectivement, pour être citoyen, il faut avoir une certaine conscience, une certaine alphabétisation, une certaine culture, et qui passe à cette époque-là essentiellement par l'écrit. Donc moi, je l'explique plutôt comme ça, plutôt que d'un système politique, puisque ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est que finalement, qu'on ait été dans une monarchie, un empire ou une république, la confiance et le rôle donné aux femmes est quasiment le même à cette époque-là. Alors, il y a un autre point que vous avez abordé à la toute fin de votre présentation, Valentine, c'est sur le caractère irrémédiable ou irréversible des choses. Je crois que ça, c'est un point qui est très important, qui permet aussi peut-être de remettre les situations dans une sorte de hiérarchie des événements. Et je pense à ce qu'on peut écrire là-dessus, évidemment, Taylor et Bouchard dans les accommodements raisonnables, mais également ce que Habermas écrit lui-même, en disant il y a des situations qui ont un caractère irréversible. L'excision, en effet, l'infibulation, évidemment, tout cela... la circoncision. Oui, la circoncision. C'est une question, alors oui, là, quel est l'éléphant dans la pièce, hein, personne n'en parle. Exactement, oui, tout à fait, c'est juste. Avec cet aspect sur l'impossibilité, l'aspect sur le fait qu'on ne peut pas, je veux dire, repasser le tourniquet du métro, pardon pour la métaphore, en marche arrière. Bon. Alors que le voile, effectivement, tout un tas de choses qui sont de l'ordre du vêtement ou de l'ordre de la tradition culturelle ou cultuelle, tout cela, ça se met, ça se défait. De même manière qu'on pourrait dire aussi l'assignation à non-résidence de religion, si je puis dire. Le fait qu'on puisse changer de religion, voilà. Ce que les religions n'aiment pas, généralement. Hein. Bon. Celles qui sont d'ailleurs les plus à même d'ouvrir leurs portes sont celles qui les ferment très vite dans la difficulté à partir. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose au niveau de la règle ou de la norme à creuser de ce point de vue-là, sur la dimension de ce qui est de l'ordre de l'essentiel et de ce qui est de l'ordre de l'accessoire? Oui, mais dans le débat public, personne ne fait la différence. Hein. C'est cette obsession, parce qu'on peut parler d'obsession quand même depuis la fin des années 80 sur le voile islamique dans les débats publics, montre qu'on n'arrive pas à hiérarchiser les choses. Hein. Et on essentialise, enfin, je veux dire, il y a un discours essentialisant, c'est-à-dire qu'une religion serait immuable, des prescriptions seraient éternelles, un choix personnel serait définitif. Enfin, vous voyez, on est vraiment dans l'essentialisation, alors que, et beaucoup d'études sociologiques le montrent, parmi ces jeunes filles volées, il y en a beaucoup qui l'abandonnent. Hein, qui l'abandonnent au bout de quelques années. Hein. Et évidemment, ça ne fait pas la une des journaux, ça. Hein. Bon. Et il y en a aussi beaucoup qui, sous l'influence d'Internet, la mondialisation des réseaux sociaux, les modes... parce que si vous allez sur Instagram ou sur TikTok, vous voyez des jeunes filles ravissantes, et devenues encore plus ravissantes par l'emploi de filtres qui vous montrent la couleur qui va bien, qui est à la mode, la manière de mettre un voile de telle manière. Enfin, il y a aussi toute cette influence, ce côté mode, hein, qui n'est pas seulement religieuse, qui est liée aussi à une identité, peut-être une identité réprimée et sur lequel on n'a pas de contrôle. Et je pense que le politique, évidemment, dans les limites du respect de l'ordre public et du respect, évidemment, des programmes nationaux qui sont imposés à l'école, à toutes et à tous, et qui permettent justement qu'il n'y ait pas de différenciation entre une éducation donnée à une femme et une éducation donnée à un homme. Ça, c'est quand même un gros acquis, hein, de l'école publique après la fin, hein, qui s'est développée et qui s'est mixifiée et qui s'est égalisée pour les hommes et pour les femmes au XXe siècle, dans la mesure où on n'enfreint pas, si on offre les mêmes possibilités aux hommes et aux femmes,
il n'y a pas de raison qu'on poursuive indéfiniment et on critique indéfiniment du port du crop top en passant par la mini-jupe jusqu'au voile ou à l'abaya. Enfin, c'est vrai qu'il y a une obsession du corps des femmes, une obsession du vêtement féminin qui interroge encore du fétichisme. Oui, qui interroge encore sur l'égalité homme-femme à notre époque. On s'étonne plus du port de la soutane qui revient. On va... Et c'est vrai aussi que ça avait déjà été abordé, je ne crois pas que vous l'ayez évoqué ni l'un ni l'autre, parce que c'est malgré tout très connu, quand lorsque Aristide Briand échafaude sa loi, on lui dit mais il faudrait, parce qu'il y avait quand même pas mal d'anticléricaux quand même dans le camp républicain, qui bouffaient du curé, et dire ce qui serait super pour qu'on les voit plus, c'est qu'on leur interdise le port de la soutane. Et qu'on supprime les cloches aussi. Voilà, et qu'on supprime les cloches. Donc on invisibilise. Vous voyez, c'est la tentation des anticléricaux d'invisibiliser le religieux en se disant si on ne le voit plus, il n'existe plus. Enfin, c'est une avancée magique. C'est de l'avancée magique. Et alors Aristide Briand a répondu mais écoutez, si on interdisait le port de la soutane dans l'espace public, je ne donne pas 3 mois pour que les tailleurs et les curés s'entendent pour trouver un autre vêtement qui serait aussi un signe religieux. Et c'est exactement ce qu'on a vécu du voile à l'abaya. Voilà, c'est-à-dire que l'ingéniosité, avec le vêtement, l'ingéniosité peut brouiller évidemment le sens et faire que on va prendre pour un signe religieux ce qui n'est qu'une tentative pour contourner quelque chose. Enfin, voilà. Donc il ne faut pas faire de la course. Enfin, la République se rendrait ridicule, je pense aux propositions de loi très actuelles, se rendrait ridicule faire la course à l'échalote pour interdire de plus en plus de signes religieux. Et je dirais même que philosophiquement, mais en philosophie politique, ça pose un vrai problème. La neutralisation de la société, qui n'est vraiment pas le projet de la loi de 1905, la neutralisation du signe, la neutralisation de la société, l'impossibilité de se vêtir ou de se présenter ou d'avoir des convictions différentes, si on va trop loin, c'est quoi? C'est la fin de la démocratie. Système totalitaire. Oui, absolument. Donc il faut faire très attention, me semble-t-il, même avec les meilleures intentions du monde, qui est de protéger les pauvres victimes. Alors on va pas être totalitaire et on va donner la parole à la salle. Voilà, Marie Dabreté. Je voulais juste vous remercier, je trouve ça très rafraîchissant, votre discours. Rafraîchissant, parce qu'on ôte le voile, alors il y a des courants d'air. Non, pas pour ça. Parce que c'est un discours qu'on n'entend pas tout le temps. Je pense qu'il y a des bonnes âmes qui veulent essayer de régler des choses, mais je trouve ça très intéressant. C'est notre façon de voir, et je pense que nos filles, c'est vrai qu'on appelle la bonne éducation, peut-être moi je suis 63, et moi aussi j'ai toujours compris l'égalité, etc., mais elles nous apprennent beaucoup de choses. Et notamment aussi la tolérance, et enfin, on n'était pas intolérant, c'est pas ce que je veux dire, mais ce virage-là, dans le regard qu'on porte sur les autres, je pense que ça fait aucun bien en femme. Et voilà. Merci. Alors j'ai tout à mon discours, je suis restée dans un espace très franco-français. Alors il y a beaucoup d'arguments dans le débat public. Alors quand ils sont à court d'arguments, les universalistes, ils disent en général « oui, mais vous voyez en Iran ». Alors là, on a un peu les bras qui tombent et on dit « mais c'est pas la même société. Où il y a de la démocratie en Iran, les individus sont libres de leur choix, que ce soit des hommes ou des femmes ». Non. Donc moi je parle évidemment dans le cadre, et en cela je trouve l'exposition formidable, dans le cadre d'un régime démocratique de délibération où chaque personne a le droit à avoir une opinion et à la frotter à l'opinion des autres. Il n'y a pas de religion d'État. Il n'y a pas de religion d'État, c'est ça. En fait, finalement, la laïcité, donc on peut dire, la laïcité, c'est la liberté des individus, qu'ils soient hommes ou qu'ils soient femmes. Et c'est pas une religion, la laïcité. Non plus. Dans le 1, là, vous avez donc apporté votre savoir. Il y a une interview passionnante de quelqu'un que vous connaissez qui s'appelle Souleymane Bachir Diaye, qui est un professeur de philosophie, qui est d'origine sénégalaise, qui est spécialiste de la traduction et du dialogue entre l'Afrique et l'Occident, et qui est aujourd'hui professeur à l'université Columbia à New York. Il vient de publier en 2024 chez Albin Michel « L'humanité par les moyens d'humanité ». C'est une interview qui est absolument passionnante, une conversation avec Hélène Singier, et il dit à un moment
à mes yeux, il est important que la laïcité française soit comprise comme plus inclusive. Aujourd'hui, comme dans une pièce de Molière, elle semble dire, parlant de la religion musulmane surtout, couvrez ce sein que je ne saurais voir. Et de fait, à l'envers, ça serait découvrir ce sein. alors voilà, et de fait, une partie de la société estime que la laïcité est dirigée contre elle. Ce n'est pas vrai, certes, mais c'est une affaire de perception qui peut mettre à mal la cohésion de la société. Vous qui avez aussi un regard comparatif, pourquoi, à votre avis, cette question de la laïcité est si importante en France, alors que, par exemple, dans le modèle anglo-saxon, la question se pose de manière complètement différente. Pourquoi il y a ce point commun avec la Turquie d'Atatürk, alors plus maintenant, mais effectivement dans les années 25 c'est quoi ce modèle français de laïcité? Est-ce qu'il y en a un d'abord? Alors, c'est plein de questions en une. C'est ça, il n'y a pas de question. Voilà. Alors, pour le point le plus facile, c'est la Turquie. La laïcité turque n'est pas, enfin, selon moi, une laïcité dans le sens où c'est un contrôle de la religion très étroit, un contrôle très étroit de la religion par l'État. Et une minoration de la liberté religieuse pour les autres minorités. Donc on n'est pas du tout dans un cadre de laïcité, même s'ils emploient le terme, mais c'est abusif. On est dans le cadre plutôt d'un système régalien, extraordinairement autoritaire, où on contrôle les opinions religieuses, puisque le ministre des Affaires religieuses, qui est le plus gros ministère de Turquie, le Diyanet, qui salarie et nomme les imams de la religion sunnite, va jusqu'à envoyer les prêches du vendredi, tout écrit, tout rédigé, aux différentes mosquées. Il n'est pas question qu'on prêche autre chose. Donc vous voyez bien que là, on n'est pas du tout dans l'esprit de la laïcité tel que nous l'entendons, c'est-à-dire le respect de la liberté de conscience et de la liberté d'expression des individus et des groupes. Alors, deuxième question, pourquoi est-on si obsédé par la laïcité en France? Ça remonte là où vous avez remonté, c'est-à-dire à la philosophie des Lumières, qui était particulièrement anticléricale. Voltaire dit « écrasons l'infâme ». L'infâme, c'est l'Église catholique. Donc on est quand même là dans un niveau de langage et d'opposition qui est très fort. Alors je ne dis pas que ce n'était pas mérité, parce que le cléricalisme, sous l'Ancien Régime, le pouvoir des clercs était extrêmement fort et gouvernait toute la vie, de la naissance à la mort. Maintenant c'est l'État qui gouverne toute la vie, de la naissance à la mort. Vous naissez, on vous enregistre sur un registre d'état civil, vous vous mariez, le mariage civil doit forcément précéder l'éventuel mariage religieux, et quand vous mourrez, bien, on vous inscrit aussi sur un registre. Et donc c'est une laïcité vécue qui en fait, on ne le sent pas, mais on est dans une société laïque, et dans un état laïque. Alors pourquoi on est tellement obsédé par la laïcité? Je pense parce que j'ai deux explications qui sont des hypothèses. Encore une fois, je n'ai pas la science infuse, mais j'ai des hypothèses. Première hypothèse, c'est que la République s'est toujours construite contre un ennemi. L'histoire de France, le 19e siècle, qui est une succession de révolutions, de coups d'État et de régimes différents, la République s'est toujours construite contre un ennemi, et l'ennemi, c'était le cléricalisme. Quand l'Église catholique, après de nombreuses hésitations, va accepter le régime laïque, c'est-à-dire après la Seconde Guerre mondiale, parce qu'on a fait des tas d'aménagements pour, eh bien, il n'y a plus d'ennemis. Et en plus, les catholiques sont de moins en moins pratiquants, la parole d'Église devient de moins en moins efficace dans l'espace public, et donc il n'y a plus d'ennemis. Et est arrivé, fort heureusement, si je puis dire, pour la République, un nouvel ennemi, c'est-à-dire l'obscurantisme supposé de l'islam, de ces populations pauvres, malheureusement, qui viennent pour de l'émigration de travail et qui n'ont pas le capital social désiré, et qu'il faut... Et on continue cette mythification de ces populations musulmanes qui... mais comme pour les femmes au début du XXe siècle, c'est-à-dire qui n'ont pas le capital culturel ou social pour décider librement de ce qui est bon pour elles ou pas. Donc ça, c'est une première hypothèse qui est un peu belliciste, je suis désolée, mais il me semble que cette théorie du bouc émissaire, on rejette.
pour se magnifier soi-même et dire combien on est bien, beau, et intelligent et respectueux. La deuxième hypothèse, bon, elle en découle aussi, c'est qu'on a une passion pour les idées. La France est le pays des grandes idées, de l'unité, de la philosophie qui élève, et ce terme très fort, qui est employé tant sous la Révolution française qu'actuellement vis-à-vis des petites jeunes filles qui ont le tort de se voler, c'est l'émancipation. En France, le mot d'ordre, c'est émancipation. Dans les autres sociétés, il n'est pas question d'émancipation. Il est question d'inclusivité, d'égalité, etc., mais pas d'émancipation. C'est-à-dire qu'on ne donne pas à l'État ce rôle de père de famille, de patriarcal, de faire advenir à la liberté des petits-enfants qui ne savent pas raisonner par eux-mêmes. Voilà, donc émancipation, c'est quelque chose de top-down, alors que moi, ce pourquoi je plaide, et je pense que c'est la cause des femmes, surtout, c'est de plaider pour ça, c'est de dire qu'encore une fois, comme je l'ai dit depuis le début, les droits, ça s'acquiert par une lutte, et la lutte par les personnes qui sont dénuées qui n'ont dénié dans leurs droits. Du bottom-up, comme on dit. Du bottom. On va pas meubler, mais tu voulais dire quelque chose, Bernard? Oui, juste, je voudrais revenir sur cette problématique posée à l'heure actuelle. Un sondage récent a mis, par Ipsos, on a mis en évidence quelques éléments. On a mis l'accent sur les 7% de musulmans dans notre pays, en indiquant que l'ensemble des Français considéraient qu'ils étaient 31%. Mais on n'a pas parlé de ce que... Il y avait un autre élément dans ce sondage, d'où il résulte que 37% des Français se sont dit sans religion. C'est quand même un beau paradoxe. Oui, alors là, il y a la troisième hypothèse auquel je n'avais pas pensé, à laquelle je n'avais pas pensé, qui est le fait qu'on est un pays extraordinairement sécularisé avec une pratique très très basse. Les sociologues disent que la pratique régulière, toute conviction confondue, ne dépasse pas 10% de la population. Oui, même de 7, on s'est encore baissé. Donc aussi, il y a une incompréhension du fait religieux. Et le signe religieux devient incompréhensible pour certains qui se souviennent de leur blouse à l'école ou de choses comme ça, de cette république un peu rêvée, fantasmée, où tout le monde était particulièrement égal. Et avec la hausse des inégalités sociales, qui est très très nette depuis une vingtaine d'années, on est de plus en plus... et cette inculture religieuse fait qu'on a des explications un petit peu binaires et pleines de préjugés sur telle ou telle pratique. Est-ce qu'il y a une question dans la salle avant qu'on essaye de passer vraiment à une liaison avec Najat Vallaud-Belkacem? Quand vous parlez de jeunes filles volées, pour revenir sur ce sujet, et j'entends ce que vous dites, qu'elles doivent avoir le choix aussi d'exprimer leur propre opinion et leur liberté, mais comment on le sait? Celles qui sont contraintes et celles qui le font par choix. Comment vous faites le distinguo et comment on peut aider celles pour qui c'est une obligation liée à l'éducation? Et là, je parle des filles volées, mais enfin, en religion catholique, ça peut être aussi une obligation pour les enfants. Non, ça c'est une vraie question. C'est une vraie question. Alors, il y a quand même un dispositif dans la loi du 15 mars 2004 qui est majeur et qu'il faut rappeler à chaque fois, c'est que l'interdiction, elle se fait après un dialogue, une période de dialogue entre les responsables, donc les chefs d'établissement, les CPE, etc., avec... Il faut préciser dans l'établissement scolaire. Dans l'établissement scolaire, oui. Donc, il y a un dialogue, au besoin, on convoque les parents, c'est une discussion croisée, etc. Et on essaye de faire comprendre que pour la sérénité de la vie scolaire, pour éviter qu'il y ait trop de différenciation entre les gens, voilà, que ce serait mieux ce serait même tout à fait conseillé qu'elles enlèvent leur voile, c'est même obligé. Alors après, pour sonder les reins et les cœurs, c'est bien difficile. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi cette loi, c'est pour éviter d'avoir à se poser trop la question aussi, et me semble-t-il. C'est pour se protéger les personnels, protéger.
Évidemment que il y a des enfants, hein, des jeunes filles ou des enfants qui sont obligés de faire telle ou telle chose en raison des traditions familiales, etc. Mais ça va bien plus loin que le voile. Et ça, c'est la protection de l'enfant, c'est le signalement. Et je pense que c'est de la responsabilité de tous les acteurs qui s'occupent de la petite enfance. Malheureusement, il n'y a pas que le voile qui pose problème. Il y a les incestes, la maltraitance. Voilà. Il faut arriver à parler, à dialoguer et essayer d'ouvrir le contact pour mieux comprendre ce qui motive telle ou telle décision. Je voudrais juste ajouter que, est-ce que vous connaissez beaucoup d'enfants qui ont eu le choix de l'école dans laquelle ils ont commencé leurs études? Que le primaire, c'est public, privé, ce sont eux qui choisissent ou ce sont les parents? Je ne sais pas. Hein. Deuxième observation, puisqu'une proposition de loi a été mise en avant sur ce problème de voile dans le domaine public, dans l'espace public, pardon, 16 ans, plus ou moins 16 ans. Vous croyez que la police nationale n'a pas d'autre chose plus importante comme action à mener pour savoir si vous avez ou pas 16 ans? Comment on va le savoir? Vous savez, vous, quand vous croisez quelqu'un, voilé ou pas, si cette jeune fille a plus ou moins de 16 ans? Moi, franchement, je ne sais pas. Et vous croyez que ça mérite une action policière? Parce que si on l'interdit, il faut une action policière. Qui dit loi avec interdiction, dit sanction. Pour que la sanction soit réalisée, il faut bien que quelqu'un constate l'infraction. On ne va plus en sortir. Pire encore, ce serait une discrimination. Hein, ce serait le faciès, quoi. Enfin, voilà, c'est une impossibilité. Donc ça, c'est vraiment du populisme politique dans sa pire version. Madame, on va refaire un essai avec Najat Vallaud-Belkacem. Merci. Je pense non seulement une discrimination. Non, ça marche pas. Appuyez sur le... Mais je pense qu'on aurait la plus des mœurs. Hein. On commence à... Ce qu'on reproche à d'autres pays, on va commencer à le mettre en place. Moi, j'avais une question par rapport un petit peu au décalage qu'il peut y avoir entre... alors, je veux dire, nous, les adultes, si je peux revenir, par exemple, à la question du voile et la jeunesse. C'est un autre sujet, en fait, pratiquement pour les jeunes filles de n'importe quelle origine, ce débat-là autour de la laïcité. Pour travailler, j'ai deux casquettes, mais mon travail principal est avec la jeunesse. Et réellement, en parlant de ces 120 ans de la laïcité, qui pour eux, c'est pratiquement la question ne se pose pas, en fait, ils sont nés dedans. Et quand on revient aussi au religieux, et vraiment la jeunesse, de 16 ans, 15 ans, 18 ans, 20 ans, c'est un non-sujet pour eux. Ils sont étonnés que les adultes, on tourne encore autour de cette question-là. Donc, je ne sais pas, en tant qu'historien, observateur, etc., est-ce que vous avez le même ressenti que nous, les gens du terrain, qui travaillons avec la jeunesse? Alors, tout à fait. Il vient de sortir un livre signé par deux collègues à moi, Philippe Portier et Charles Mercier, sur les jeunes et la laïcité. Professeur à l'Université de Bordeaux, Charles Mercier. Oui, absolument. Tribune dans le monde, Voilà, et qui montre qu'effectivement, il y a deux grandes attitudes qui transparaissent à travers leur enquête. D'une part, une appétence pour le religieux que finalement, qu'il ne leur a pas été transmis très souvent, donc une appétence pour quelque chose qui va au-delà de la seule condition matérielle, et puis une incompréhension de cette laïcité qui est à leurs yeux devenue une laïcité d'interdiction, c'est-à-dire une laïcité de règlement intérieur, et donc eux prônent, mais finalement ce qui est à mon avis la laïcité, c'est-à-dire un plus grand respect des choix individuels. Merci. On va faire un essai avec Najat, si vous nous entendez, Najat. Je suis très contente d'entendre ce que j'ai entendu venant de la Seine, parce que je crois qu'on sera plutôt sur la même longueur d'onde sur cette question de la laïcité et de la célébration des 120 ans de la laïcité. Je vais essayer de ne pas trop répéter ce qui a été dit,
Mais moi d'abord j'ai le sentiment que c'est très utile de le faire, de la célébrer, de se réapproprier ce que signifie exactement la laïcité. Compte tenu des tournements auxquels elle donne lieu trop souvent dans le débat public. Je pense que oui, elle est menacée, cette laïcité, indéniablement, mais qu'elle est menacée évidemment par le fondamentalisme ou l'obscurantisme religieux, mais aussi par un certain nombre d'instrumentalisations, et qu'il ne faut pas s'étonner dans ces conditions de la désaffection d'une partie de la jeunesse à son égard, parce que je crois que c'est ce qui a été dit juste avant que j'arrive, mais oui, maintenant on a une majorité des 18-25 ans qui s'en défient, et c'est ça qui devrait nous perturber. Je pense aussi que déjà, il y a quelques années, j'en étais convaincue, c'était d'ailleurs moi qui avais installé le fait que chaque 9 décembre, dans les établissements scolaires, on célèbre cette valeur, mais que c'est encore plus indispensable compte tenu de ce qui s'est passé ces dernières années, et notamment les assassinats d'enseignants comme Samuel Paty et Dominique Bernard, qui ont été des victimes de la haine contre cette valeur-là notamment. Et donc, la raison pour laquelle ça me paraît essentiel qu'on soit nombreux à en reparler justement avec calme et pas dans l'instrumentalisation, c'est que sinon, mon sentiment, c'est qu'on laisse les enseignants tout seuls, confrontés à finalement nos injonctions paradoxales de société, puisque à la fois on leur dit faites respecter la laïcité à l'école, imposez-vous de votre autorité, de votre fermeté, et en même temps, on importe joyeusement les querelles autour de cette notion au sein de l'école, parce que la vérité, c'est que les élèves ne sont pas imperméables à ce qu'ils voient à la télévision, à ce qu'ils entendent à la radio, et que le deux poids deux mesures, les accusations permanentes dirigées envers en particulier une communauté, voilà, c'est très perceptible à l'œil nu pour les élèves. Et c'est d'autant plus problématique que tout ça vient percuter un âge adolescent où on adore tester les limites des adultes, les lignes rouges, et donc dès lors que les élèves ont bien vu qu'il y avait là une ligne rouge autour de cette question de la laïcité et de la façon dont, en tout cas dans le débat public, on a à son égard une perception à deux vitesses, eh bien les adolescents en question vont très souvent provoquer et chercher de quoi pousser ses limites, se faire remarquer, c'est pas surprenant. Et moi, j'avais été très frappée de voir comment, après l'épisode de l'abaya, dont on peut penser ce qu'on veut, on peut se dire que oui, c'est une tenue vestimentaire qui nécessitait d'être mieux encadrée, clarifiée et laissée au vestiaire comme potentiellement stigmate d'une religion. En revanche, on peut aussi, et c'est mon cas, considérer qu'en faire l'unique sujet de la rentrée scolaire de cette année-là, convoquer les caméras pour venir aux portes des écoles, etc., c'était pas la plus efficace et la plus honnête des façons de gérer le sujet, et que il y avait là encore beaucoup d'instrumentalisation, et que finalement, lorsque des évaluations ont été faites de ce qui se passe désormais dans les écoles, oui, il y a moins d'abayas qui sont portés, en effet, très bien, mais par contre, on voit que les provocations à l'égard de la laïcité, eh bien, elles demeurent, simplement, elles se sont transférées sur des attitudes, des comportements, des provocations verbales. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en fait, avec les élèves, dans l'enceinte scolaire, il ne faut pas rêver. Et la seule chose qui peut fonctionner véritablement sur ces sujets-là, c'est la pédagogie de la laïcité. C'est le fait d'expliquer, et j'imagine que c'est ce qui a été dit sur scène, ce qu'est cette valeur fondamentale,
qui est une valeur de liberté, de croire ou de ne pas croire, qui est une valeur d'égalité, d'être traité comme citoyen sans discrimination du fait de ses convictions ou absence de convictions, et puis qui est une valeur de cohésion sociale, parce qu'en fait, sinon, si on n'a pas ce principe-là, comment on fait pour se rencontrer, se croiser, vivre ensemble, malgré nos backgrounds complètement différents. Et cette pédagogie de la laïcité-là, en fait, moi, quand, à partir de 2012, Vincent Payon, ministre de l'Éducation, puis moi-même, on s'est beaucoup attaché à l'affaire au sein de l'école. Ça a commencé par la charte de la laïcité qu'on a posée sur les murs des établissements scolaires, puis que quand je suis arrivée au ministère, je demandais à ce que les parents la signent en début d'année scolaire pour qu'elle soit comprise par tout le monde, les formations aux enseignants pour transmettre cette laïcité, ce qui ne va pas si souvent de soi. Il y a beaucoup de questions très pratico-pratiques qui ne se résolvent pas en un claquement de doigts, donc tout ça nécessite quand même de la formation. Mais aussi l'enseignement moral et civique, tout ça. C'était vraiment des choses qui étaient mises en place brique après brique pour que on soit dans une véritable transmission et pas simplement un acte d'autorité contre lequel ensuite les élèves se rebelleront. Et je sais que quand on était dans cette dynamique-là, donc il m'arrivait très souvent de faire le tour des établissements scolaires, et souvent quand j'avais affaire notamment à des élèves d'un âge encore relativement jeune, je leur expliquais que en fait la valeur laïcité, elle nous distinguait de tous ces pays, et ils sont nombreux malheureusement à travers le monde, dans lesquels il y a une religion officielle, et quand on n'a pas cette religion officielle, on n'est pas traité pareillement. On est une espèce de sous-citoyen. Que même on peut être jeté en prison potentiellement, et qu'il y a même d'ailleurs 13 pays à travers le monde où on est condamné à mort parce qu'on est athée. Donc ça, c'est des choses que les élèves ne savaient pas forcément, et je leur disais la laïcité, c'est ce qui nous préserve de tout ça. C'est que nous, on a cette liberté incroyable. Et certes, ça s'accompagne d'un certain nombre de devoirs. Par exemple, le fait de, quand on vient à l'école, laisser au vestiaire les caractéristiques de notre appartenance religieuse, finalement, c'est peu de choses, et c'est normal parce que c'est la contrepartie de cette liberté, de cette protection-là qui est incroyable. Et quand on a ce genre de conversation avec les élèves, ils comprennent, mais surtout, au-delà de comprendre et de commencer à voir la laïcité d'un œil positif, ce qui me frappait à l'époque, c'était à quel point ils me disaient mais c'est pas du tout comme ça que je voyais les choses en allumant ma télé, quoi. C'est pas du tout la perception que j'avais de la laïcité en écoutant les débats. Et je crois que souvent, les adultes qui composent le débat public, c'est-à-dire pas simplement les politiques, mais aussi les polémistes, les journalistes, les observateurs, etc., sous-estiment à quel point leurs propos sont entendus, y compris des plus jeunes. Alors en plus, ils sont entendus de façon parfois extrêmement sommaire et caricaturale, surtout que maintenant, avec les réseaux sociaux, la moindre phrase va être... comme ça, encore plus défiguré, grossi et matraqué. Mais ils sont entendus du coup. Et je crois, en tout cas moi c'est mon message, qu'il faut que ces adultes en question se rendent compte à quel point ils font une mauvaise manière aux enseignants en particulier. Ils font une mauvaise manière évidemment aux enfants en question qui se sentent stigmatisés, à leur famille, et c'est une évidence. Ils font une mauvaise manière à la réussite scolaire de ces enfants, parce que quand ces enfants ont le sentiment que leur famille est rejetée par le système, finalement il y a un conflit de loyauté qui s'installe en eux et qui les pousse pas vers la réussite scolaire non plus. Mais ils font une mauvaise manière aussi aux enseignants, parce que c'est les enseignants qui se retrouvent finalement à ramasser les pots cassés derrière. Parce qu'après, c'est les enseignants qui récupèrent les élèves une fois que la polémique a bien été alimentée dans les médias, et qui doivent les convaincre que si, les règles sont les mêmes pour tout le monde, liberté, égalité, fraternité, etc. Donc voilà, pardon, parce que comme je ne sais pas à quel moment mon micro se coupe, je m'exprime un peu rapidement, mais... Continuez, en Najat. fait,
j'ai pas changé d'avis depuis cette époque-là. Je pense qu'il n'y a rien de mieux que, donner les moyens aux enseignants de transmettre cette pédagogie de la laïcité, véritablement. Hein. Et il y a beaucoup de choses qui se sont dégradées malheureusement depuis quelques années sur ce sujet. Je vais vous en donner un exemple tout simple parce que je ne sais pas si tout le monde l'a bien en tête, mais les formations à la laïcité qu'on avait installées donc, à partir de 2015, eh bien, en 2017, lorsque il y a eu alternance, elles ont été arrêtées en fait. Hein. Elles n'ont repris que après le tragique assassinat de Samuel Paty, c'est-à-dire qu'il a fallu cette tragédie pour que là-haut on se dise ah mais finalement c'était peut-être utile de faire des formations. Donc ça c'est d'une tristesse infinie. L'enseignement moral et civique qu'on avait installé comme quelque chose de vraiment une pédagogie active en fait, où il y avait les élèves étaient incités à faire des exercices de dilemmes moraux, des choses comme ça, où vraiment on faisait appel à leur expérience charnelle des choses, interrogation spontanée, jeu de rôle. Eh bien, cette pédagogie active-là, elle a été complètement transformée. L'enseignement moral et civique a été revu, réécrit pour être quelque chose de l'ordre du catéchisme, on va dire, institutionnel, plus que de la pédagogie active. Bon, voilà, donc beaucoup de choses qui, à mon avis, se sont dégradées. Et surtout, un sujet qui a disparu dans je ne sais quelle nimbe, qui est le sujet de la mixité sociale. En fait, c'est pas parce que depuis quelques années, les assignations identitaires ont fini par faire carrément disparaître du débat public la question sociale que on est obligé de tomber dans le panneau et de faire comme si ça n'existait pas. Il y a évidemment une question sociale. Beaucoup des élèves dont on parle qui s'interrogent justement sur la réalité du liberté, égalité, fraternité, laïcité, etc. Beaucoup de ces élèves vivant en HLM sont dans des quartiers où n'existe aucune mixité sociale, sont ceux qui fréquentent les établissements aux taux de réussite les moins poussés. Bref, la ségrégation sociale à l'école, elle existe aussi. Et le sujet qui devrait quand même être central, quel que soit le ministère en charge de l'éducation, c'est vraiment comment est-ce qu'on mélange davantage les élèves. Puisque finalement, si on veut éviter que certains d'entre eux tombent dans une espèce de communautarisme, de remise en cause des valeurs de la République, de, entre guillemets, séparatisme, la meilleure façon d'éviter cela, c'est de les mélanger avec d'autres pour qu'ils voient d'autres horizons, pour qu'ils aient d'autres codes, d'autres réflexes. Et ça, il n'y a pas eu beaucoup d'efforts réalisés en matière de meilleure mixité sociale et scolaire dans les établissements. Et puis je terminerai juste par une chose, puis après je répondrai aux questions, mais qui me tient à cœur aussi, c'est que je disais attention aux mauvaises manières qu'on fait aux enseignants, parce que je crois vraiment que c'est devenu particulièrement compliqué. Hein. Ils baignent dans un climat de violence. Enfin, je sais pas, il faut être aveugle pour ne pas le voir, mais ne serait-ce qu'en fréquentant un petit peu les réseaux sociaux, on se rend compte aujourd'hui à quel point la moindre démarche initiée par un enseignant, de toute façon, elle trouvera ses critiques et ça peut aller très loin. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des enseignants qui sont menacés de mort, pas simplement parce que ils ont montré des caricatures de Charlie Hebdo, hein, mais aussi parce qu'ils ont conduit un enseignement sur l'égalité filles-garçons, parce qu'ils ont emmené leur classe visiter un camp de demandeurs d'asile et que au scandale c'était une promotion de l'immigrationnisme. Enfin, je veux dire, c'est toutes ces atteintes-là à la sérénité enseignante qui viennent de l'extérieur et qui sont pour moi autant d'obscurantisme qu'il faut combattre. Hein. Moi, je ne fais pas de différence en fait. Je trouve ça aussi grave que des collectifs remettent en question, avec parfois des méthodes très musclées, des cours d'égalité filles-garçons, que le fait que d'autres collectifs remettent en question, avec des méthodes aussi musclées, la laïcité en tant que telle. Donc, c'est très important de nous tenir aux côtés des enseignants, de leur faciliter la tâche en étant raisonnables et raisonnés dans notre débat public sur ces sujets-là, de leur faciliter la tâche en étant, nous, pouvoir public,
cohérent dans les politiques qu'on conduit pour faire vivre véritablement les valeurs liberté, égalité, fraternité, laïcité. Et puis aussi d'adresser un message aux parents, parce que parfois aussi certains parents se comportent comme des consommateurs à l'égard de l'école. Il y a évidemment ce qui relève de la liberté pédagogique des enseignants, c'est important de le dire. On n'a pas à venir scruter en permanence ce que dit, fait, etc. un enseignant dans son cours, c'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Et je terminerai enfin par ceux à qui il faut envoyer le dernier des messages, mais tout aussi important, c'est les politiques qui se permettent à longueur de journée de dévaloriser le métier enseignant. Lorsque vous avez un ancien président de la République, Nicolas Sarkozy pour ne pas le citer, qui prétend que le temps de travail des enseignants c'est peanuts, quand vous avez une ancienne ministre de l'Éducation qui vous explique que l'enseignement privé c'est quand même bien mieux et moins absentéiste que l'enseignement public, tout ça c'est du dénigrement des enseignants qui rejaillit, y compris sur la perception qu'ensuite les parents et les enfants en ont. Et ça ne va pas dans le sens de la sérénité, du respect des règles et de la laïcité qu'on leur demande par ailleurs d'installer dans leurs établissements. Donc voilà, donc en gros, moi je pense que s'il y a un message à faire passer en ce 120e anniversaire de la laïcité, c'est que, alors là pour le coup, ceux sur lesquels on compte le plus pour continuer à transmettre l'appétence pour la laïcité et pas simplement le respect de la laïcité, c'est les professeurs et qu'il faut les accompagner. Alors, merci beaucoup. Je ne sais pas si vous m'entendez, Najat. Vous entendez peut-être les applaudissements dans la salle, je ne sais pas. Vous n'avez peut-être pas entendu. Ça, c'était plus compliqué. Non, j'entends, ouais. Bon, alors il y a eu des applaudissements. Voilà. Donc, peut-être question dans la salle. Ça va être un petit peu compliqué techniquement à faire remonter les questions. Sinon, en vous écoutant, je pensais au livre que vous avez publié avec François Dubé en mars 24, pour en finir avec le séparatisme, sur le ghetto scolaire. C'était le titre de ce livre publié à la République des idées au Seuil. Et vous avez employé le mot séparatisme, justement, en expliquant qu'il y a plusieurs sens à ce mot. Puisqu'il y a une loi qui a été adoptée, je crois que c'est en 21, la loi contre le séparatisme. 24 août 2021, la loi dite contre le séparatisme. Et puis vous, dans ce livre, vous évoquez le ghetto scolaire, qui est une autre forme de séparatisme. Alors, pour revenir au thème éducation et laïcité, ou en tous les cas, éducation pour sortir justement du ghetto, en quoi est-ce que la laïcité, pour vous, est une voie possible, justement, pour sortir du ghetto? Je ne sais pas si vous m'avez entendu. Oui, non mais tout à fait. Moi je pense que la laïcité en tant que telle... J'ai trouvé un nouveau métier. Allez-y. Oui. Ouais. Non, je disais, je pense en effet que la laïcité en tant que telle, en fait, une fois qu'elle est bien comprise, une fois qu'on cesse de la tronquer, c'est un formidable levier en fait pour faire vivre au sens général la cohésion sociale, c'est-à-dire la capacité à vivre ensemble et ce aussi bien à l'école évidemment que partout, que auprès des services publics, que dans la rue, que dans le débat public, partout. En fait, à partir du moment où on la comprend comme une valeur de respect, parce que c'est vraiment ça qu'il faut avoir à l'esprit. En fait, c'est ça qui est fou, c'est que cette valeur de respect, donc inclusive, parce que si on est dans le respect, ça veut dire qu'on accepte de regarder l'autre et de le faire rentrer dans le cercle et de le côtoyer, de le fréquenter malgré nos différences. C'est ça, en fait, la laïcité. Elle est devenue, sous les coups de boutoir de certains, un levier d'exclusion, quelque chose qui sert d'abord à trier le bon grain de livret et à savoir qui fait partie du collectif et qui ne doit pas en faire partie. Donc en fait, la malversation, elle est vraiment là. Il y a une malversation dans le débat public sur le sujet de la laïcité qui est absolument insupportable. Et d'ailleurs, ce qui est triste, c'est que
c'est que comme souvent, ça a dépassé les frontières simplement de l'extrême droite. Et parfois des gens, simplement parce qu'ils n'ont pas réfléchi à la question, ou parce que la pression est tellement forte, et on sait ce qu'est en ce moment la pression du débat médiatique notamment, et des lobbies divers et variés qui s'y expriment, et bien cette pression fait qu'un certain nombre de gens vont à leur tour adopter cette vision exclusive de la laïcité à rebours total de ce pourquoi elle a été conçue. Donc oui, nous quand on a parlé de séparatisme dans notre livre en sous-titre, donc le ghetto scolaire, en finir vraiment avec le séparatisme, c'était évidemment avec une pointe d'ironie, dans le sens où de quel séparatisme on parle en fait. À un moment donné, quand on regarde très objectivement les faits, et notamment le phénomène de ségrégation socio-scolaire que j'évoquais, eh bien, la vérité, c'est que c'est l'entre-soi du haut qui crée le ghetto du bas. C'est l'entre-soi du haut qui crée le ghetto du bas. Là où le débat public présente systématiatiquement les choses comme si ceux qui voulaient se séparer des autres, vraiment parce que par appétence pour ne vivre qu'entre eux, c'était ceux du bas. Mais non, vous avez déjà rencontré des parents, que ce soit de milieux sociaux défavorisés ou de nouveaux arrivants en France, etc. Et ils ne rêvent que d'une chose pour leur enfant. Au contraire, c'est qu'ils se mêlent aux autres, c'est qu'ils puissent aspirer à d'autres horizons, apprendre des autres, etc. Je ne crois pas du tout, sauf vraiment infime exception, qu'il y ait spontanément en bas de l'échelle sociale une appétence pour rester entre soi. Non. Par contre, je crois beaucoup à l'appétence pour rester entre soi d'en haut, et à la limite, j'allais dire, j'ai même pas envie de lui jeter la pierre à celle-là, parce que après tout, voilà. Mais le sujet, c'est les pouvoirs publics. Le sujet, c'est les pouvoirs publics. Les pouvoirs publics ne sont pas obligés d'aller dans le sens de cette recherche d'entre-soi du haut, qui conduit en plus à s'accaparer une immense partie des moyens publics qui devraient être mieux redistribués et mieux répartis que cela. Parce qu'en fait, quand on prend le système des écoles et de ce qui dysfonctionne, enseignement privé, enseignement public, établissement mieux loti, établissement moins bien loti, en fait, on se rend compte très vite qu'il y a plus d'argent public qui va à destination des mieux lotis qu'à destination des moins bien lotis. Et tout ça dans un système où les deux ne se côtoient guère. Voilà, donc clairement, je pense qu'il faut remettre le sujet de la mixité et de ce qu'on appelle le vivre ensemble. Je sais que c'est devenu un gros mot, le vivre ensemble. C'est fou, hein, parce que je me balade parfois sur les réseaux sociaux et j'ai remarqué que cette expression est désormais beaucoup plus souvent utilisée par ceux qui vont s'en servir pour justement moquer les bisounours et les naïfs que nous sommes, que par nous autres. Il ne faut pas l'abandonner, hein. Le vivre ensemble, c'est quand même un concept qui dit à peu près ce qu'il a à dire. C'est que, vous savez, notre développement est fait d'interaction avec les autres. Sinon, on n'est pas grand-chose sans les autres. Donc, autant faire en sorte que tout le monde se porte à peu près bien. Merci, je me tourne vers la salle. Je vous applaudis là encore. Est-ce qu'il y a une intervention? Non. Juste une question. Quand vous étiez ministre de l'Éducation nationale, c'est une question qui est complètement ouverte. Est-ce que vous avez réfléchi à rendre dans les programmes scolaires un enseignement du fait religieux, y compris en élémentaire ou au collège? Je ne parle pas d'enseignement des religions, hein, mais du fait religieux. Oui, absolument. L'enseignement laïque du fait religieux. Voilà, oui. En fait, c'était le nom exact qu'on... Oui, bien sûr. Ça a été introduit dans la réforme des programmes au collège. Il y a une petite dimension des faits religieux. Est-ce qu'il faut en faire davantage? Ça, c'est aux enseignants de nous faire remonter leurs témoignages. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle. Mais oui, ça faisait longtemps que c'était préconisé et que ça, on l'avait introduit. Parce que je me souviens, c'était une des propositions de Régis Debray à l'époque. Oui, absolument, c'était Régis Debray qui portait ça. Mais en fait, dans les choses qu'on avait introduites à l'époque, au-delà de celles que j'ai déjà évoquées, il y avait aussi,
En fait, il y a ce qu'on apprend dans les programmes et par les enseignements, mais il y a aussi, par exemple, il y avait la réserve citoyenne. Donc je serais curieuse aujourd'hui de savoir s'il en reste quelque chose, mais c'était important ça, la réserve citoyenne, parce que c'était des adultes qui, c'était après les attentats de Charlie d'ailleurs, contre Charlie, des adultes qui par milliers nous avaient écrit, je me souviens de ces courriers tellement émouvants, en disant on peut pas laisser nos enseignants seuls face à tous les défis là qu'on voit et c'est vrai que juste après les attentats contre Charlie, très vite les yeux s'étaient tournés vers l'école, soit pour d'ailleurs l'accuser, hein, parce que rappelez-vous c'était le moment où comment dire, on se rendait compte que les frères Kouachi avaient fréquenté les bancs des écoles, on se disait, oh là là, mais les minutes de silence n'ont pas été respectées partout comme il l'aurait fallu, donc c'est qu'il y a un problème chez les élèves. Donc il y avait vraiment une dimension très accusatoire contre l'école à ce moment-là qui a été très douloureuse à subir. Je parle même pas de moi comme ministre, on peut dire qu'on s'en contrefiche, mais pour les enseignants, tout ça a très vite tourné aussi à la caricature et je me souviens d'enseignants qui me racontaient que après cela, après ce grand procès accusatoire, quand j'essayais, je pense à des enseignants par exemple de Seine-Saint-Denis qui emmenaient leurs élèves au musée ou quelque chose comme ça et qui étaient regardés de travers par les gens parce que ils voyaient dans ces jeunes élèves autant de menaces potentielles. Enfin, vraiment le débat public là aussi nous avait fait monter très haut dans le n'importe quoi infect. Donc il y avait à la fois cette dimension accusatoire contre l'école et puis il y avait une dimension extrêmement confiante en l'école, étonnamment, puisque moi je me souviens le 13 janvier de mémoire ou le 11 janvier, enfin le jour où on a fait la grande manifestation dans les rues, le nombre de gens qui m'arrêtaient tous les 3 pas pour me dire maintenant c'est à l'école que ça se joue, c'est à l'école qu'il faut réparer ça, qu'il faut construire autrement, qu'il faut faire différemment. Et bien, cette pression, ce poids-là que je ressentais sur les épaules, je pense, tous les enseignants là. Et donc, du coup, on a reçu des milliers de courriers de citoyens qui disaient faut pas laisser les enseignants faire tout seuls, hein, tout ça. Nous, on est prêts à venir donner un coup de main, à expliquer les valeurs de la République, à donner envie aux élèves de se projeter dans des choses plus positives, etc., etc. Et donc, on avait construit cette réserve citoyenne. Qui a permis à beaucoup de gens de venir comme ça conforter, soutenir, accompagner les enseignants et expliquer des choses aux élèves. Et je crois que c'est ça aussi, quand je dis se tenir aux côtés de l'école, c'est vraiment que la cité tout entière y mette du sien. Donc voilà, donc c'est pas seulement par les programmes que ça passe, c'est pas seulement par les choses organisées par l'école elle-même, c'est vraiment la coéducation en quelque sorte. C'est le rôle de l'éducation populaire. Je sais pas si vous en avez parlé, mais pour moi, quand on parle de laïcité, on doit parler aussi d'éducation populaire. Voilà. Écoutez, merci. Merci beaucoup, Najat. Je ne sais pas s'il y a des remarques. Je me fais l'interprète de tout le monde ici parce que vous avez été très, à la fois coopérative et bienveillante dans la relation à la technique, même si vous avez donc découvert une nouvelle fonctionnalité, c'est-à-dire la visio par téléphone. On le voit. Là, voilà. Bon. Non, mais je suis vraiment sincèrement désolée. Non, mais ça s'est très bien passé. On a profité de tout ce que vous avez dit. Je pense. Allez-y. Mais moi, s'il y a une faveur à vous demander, je veux bien entendre juste 2 mots de nos intervenants. Enfin, même si alors, de Valentine Zuber, Najat voudrait entendre 2 mots de votre part. Ce que je voulais dire, c'est que je ne voulais pas quitter la visio comme ça, donc je me mets dans un coin, puis je vous laisse conclure. C'est très aimable. Je pense que nous étions sur la même voie, hein, si je puis dire. À moi, était assigné le fait de montrer que la laïcité n'avait pas été toujours du côté des femmes et que c'était plutôt aux femmes de s'emparer de la laïcité pour obtenir l'ensemble des droits qui leur sont légitimement donnés, enfin qui doivent être leur légitimement donnés.
Et je pense aussi que ça passe par l'école et que si la laïcité en France est si importante, c'est en grande partie parce que c'est un combat de l'école depuis la création de l'école publique, et que c'est comme ça, par ce respect qui est donné aux différentes convictions au sein d'une école partagée, que l'égalité homme-femme peut elle aussi continuer à progresser. Voilà, c'est un peu le résumé de ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez entendu, Najat. Oui, j'ai parfaitement entendu. Merci beaucoup. Bien, bah, écoutez, je vous dis au nom de tout le monde, merci, et puis bonne fin de journée. Au revoir, Najat. Merci. Écoutez, je ne sais pas s'il y a un mot de la fin. Peut-être Yvan, Madame la Présidente, pour dire au revoir à tout le monde. C'est moi qui ai conclu ou c'est toi, Yvan? Je ne veux pas remettre en cause des débats auxquels j'ai contribué en vous invitant. Pour Madame Vallaud-Belkacem, c'est Yvan. Et je voudrais insister sur l'aspect collectif de l'organisation de cette journée. Et surtout, je voulais revenir sur ce que j'ai dit en conclusion de mon introduction. Inscrivez-vous à la formation et saisissez le référent laïcité si vous avez des doutes. Merci. Merci pour cette belle conclusion. Voilà. Bonne journée à tout le monde. Au revoir.